Pour la première fois de l'histoire, le monde a suivi une guerre en ligne. Chacun était rivé sur son écran, son smartphone, son ordinateur, la télé. Cela a presque fait un vide après le cessez-le-feu. Donc on a l'impression que les gens sont paumés, ne savent plus quoi regarder. Alors, est-ce que c'est la fin du spectacle ou est-ce que c'est juste un entracte? Car un cessez-le-feu, ça ne veut pas dire forcément la fin de la guerre. Il y a encore quelques petites mèches qui sont allumées et il y a surtout encore des zones d'ombre. Des questions en suspens pour lesquelles on n'a pas encore de réponse. Alors, qu'est-ce que chacun a gagné dans cette guerre? Pourquoi la Russie et la Chine ne se sont pas impliqués alors que les États-Unis ont allé franco avec leur dernier bombardier? Quel est le sort des Palestiniens et des populations affamées à Gaza? Quelles auraient pu être les conséquences et les enjeux de cette guerre pour le Maghreb et plus particulièrement pour le Maroc? Eh bien, ce sont autant de questions que l'on va aborder dans cet épisode. L'Iran n'a pas choisi cette guerre ni ne l'a souhaité. Mais il a réussi à redorer son image de résilient qui force l'admiration des peuples, car l'Iran a finalement réussi à faire face à un État hégémonique, un État génocidaire que personne n'a osé défier. Alors c'était une guerre militaire, mais c'est aussi une guerre d'image. Ni Israël, ni les États-Unis, ni l'Iran ne s'avouent vaincus. Ils crient tous victoire. Alors c'était une guerre locale, c'est vrai, mais nous savons tous qu'elle pouvait dégénérer à tout moment, qu'elle pouvait basculer et entraîner le monde entier dans le chaos. Un chaos militaire, un chaos social, économique et surtout géopolitique. Alors pour bien comprendre les enjeux et les postures des différents pays, il faut se poser une question. À qui profite la guerre? Commençons par les pays les plus impliqués. Alors les rares profits que l'Iran a pu tirer de cette guerre, c'est le renforcement de son leadership au Moyen-Orient et sa posture de héros populaire face à l'impunité d'Israël à Gaza. Alors d'un point de vue économique, en tant que producteur, l'Iran aurait pu également tirer profit de la flambée des cours de pétrole, qui, souvenez-vous, ont démarré à 65 $ le baril juste avant la guerre, qui ont fait un pic à 77 $ le baril et qui sont revenus à 67 $, presque la normale. Et puis maintenant que toutes les conventions et les négociations sont rompues, eh bien, s'il en a la possibilité, l'Iran pourra peut-être accélérer son programme nucléaire, car rien ne prouve aujourd'hui que ces installations sont complètement détruites. En fait, les vrais bénéficiaires de cette guerre, ce sont d'abord ceux qui l'ont provoquée, à commencer par Israël. Cette guerre a permis à Israël de se placer comme un rempart contre l'Iran, qui est considéré comme l'ennemi juré de l'Occident. Alors de ce fait, Israël a consolidé ses alliances avec les pays occidentaux. Cette guerre a permis également à Israël de créer une diversion par rapport au nettoyage ethnique qu'elle continue de faire quand même à Gaza. Alors, on aurait pu croire que le fait que l'Iran entre en guerre avec Israël, que cela aurait arrangé le problème palestinien. Eh bien, pas du tout, voire c'est le contraire. Parce que pendant que le monde avait les yeux rivés sur le ciel de l'Iran et sur le ciel de Jérusalem, Haïfa et Israël en général, eh bien, il y avait des milices de Tzahal qui étaient en train de finir le job, comme ils disent. C'est-à-dire continuer dans la voie du génocide. Le peu de vidéos qui circulent sur ce que vivent les Palestiniens au quotidien sont encore plus violentes que ce que l'on peut imaginer. Parce que la bande de Gaza, il n'y a aucun média qui y rentre, même pas l'agence France Presse, qui a été complètement interdite pour y entrer. Et donc les seules informations auxquelles on a accès, ce sont celles qui sont gérées et orchestrées par Israël. Il y a quelques vidéos sur YouTube qui ont voulu nous faire croire qu'il y a eu 7 militaires israéliens qui auraient été abattus à Gaza.
Je ne pense pas que ce soit vrai parce que aucun média officiel n'a rapporté d'abord cette information, premièrement. Alors même si l'histoire a été vraiment cousue de petits fils, on racontait un petit peu le storytelling de cette affaire, eh bien l'idée c'était juste de calmer l'ardeur des citoyens, de calmer le monde après un cessez-le-feu, parce que le cessez-le-feu avec l'Iran fait un silence et du coup forcément tout le monde va se retourner vers Gaza. Qu'est-ce qu'on fait pour les Palestiniens? Et du coup, pour calmer tout le monde, eh bien, on annonce comme quoi il y a des militaires israéliens qui auraient été abattus, ce qui aurait calmé le jeu, le temps de trouver encore d'autres parades et d'autres diversions, parce que, à mon avis, il y en aura encore. Alors, comme vous l'avez certainement vu, le peu de vidéos qui circulent sont abominables. Qu'est-ce qui se passe? On parle de famine, de nourriture comme arme de crime de guerre. C'est-à-dire que on a affamé les populations de Gaza qui sont dans une prison à ciel ouvert et puis on leur fait croire qu'il y a de la nourriture quelque part via des fondations fantômes et quand ils débarquent en nombre, eh bien, soit on leur balance une bombe, soit ils sont complètement ciblés par des militaires. Et il y a eu énormément de morts. Alors, on nous parle de 50 morts par jour. Je suis persuadé qu'il doit y en avoir certainement beaucoup plus. Alors l'autre bénéficiaire de cette guerre, c'est bien évidemment les États-Unis. Donc c'est Donald Trump qui a consolidé cette posture de puissance mondiale où il nous a fait une démonstration avec ses derniers bombardiers, ces fameux missiles GBU-57, où tout le monde regardait ça de manière très admirative. Et ça a bien fait plaisir à Donald Trump parce que c'était son slogan de campagne, c'est rendre l'Amérique encore plus grande qu'avant. Et puis le deuxième bénéfice qui a été vraiment tiré par l'Amérique, eh bien c'est l'industrie de l'armement. Aujourd'hui encore, on a vu dans cette réunion de l'OTAN une décision incroyable. Donald Trump demande à tous les pays de l'OTAN qui étaient présents, qui ont dit OK, de ramener tout leur budget militaire à 5% à l'horizon 2035, 5% du PIB chaque année, ce qui est énorme. Alors bien évidemment, tout le monde a dit oui. Pourquoi? Parce que celui qui dit non, il ne fait plus partie de l'Alliance, c'est-à-dire qu'il ne serait plus protégé par les États-Unis. Et c'est ça la crainte, donc sachant que chacun de ces pays, au moins il y a 50% de ses dépenses militaires vont partir vers les États-Unis. Voilà un gain de Donald Trump et on comprend encore une fois à quel point c'est un homme d'affaires qui fait d'une pierre 36 coups. Le troisième bénéfice des États-Unis, eh bien, c'est cette soumission de l'Europe qui est aujourd'hui hyper impuissante, d'autant plus qu'elle est en crise. Et puis, en même temps, il a réussi à faire une espèce de frein à l'influence chinoise dans la région, puisque la Chine ne s'est pas du tout exprimée. Et bien, justement, pourquoi la Russie et la Chine n'ont pas eu de rôle vraiment actif dans cette guerre? Alors, on va dire d'abord que l'Iran n'a pas une relation aussi limpide avec la Russie et la Chine comme les États-Unis ont une relation aussi intime avec Israël. Alors, il faut reconnaître que la diplomatie n'est pas le fort de l'Iran, car il s'est fait plus d'ennemis que d'amis. Et une espèce d'arrogance du pouvoir iranien qui a condamné le pays à son isolement. Alors, si la Russie et la Chine n'ont pas bougé, eh bien, c'est parce que cette guerre les arrangeait également. Alors, pour la Russie, ça a permis quand même de détourner toute l'attention qu'il y avait sur l'Ukraine. Et on a vu que la Russie, dernièrement, elle a intensifié quand même ses bombardements en Ukraine. Et puis, la Russie se réjouit de cet affaiblissement du front occidental uni, puisqu'elle voit bien qu'il y a une fracture entre l'Europe et les États-Unis, et elle s'en réjouit, parce que du coup, ce front occidental uni est fragmenté. Et enfin, la Russie aussi, il faut savoir qu'elle vend des armes, elle ramène un soutien technologique à l'Iran avec des drones et des missiles. On a parlé du risque de la fermeture du détroit d'Ormuz, qui permet effectivement de faire transiter une grosse partie du pétrole mondial, mais la Russie n'est pas tout à fait concernée parce qu'elle produit son propre pétrole. Alors quant à la Chine,
Ben, effectivement, elle n'a pas beaucoup bougé. Pourquoi? Parce que la Chine et les États-Unis ont deux politiques complètement différentes. Les États-Unis veulent s'imposer par la force, les Chinois veulent s'imposer par le commerce mondial. Ils veulent gouverner le monde par le commerce. Et en même temps, donc, ils ont cette posture plutôt calme et ils attendaient le moment crucial pour faire valoir leur rôle de médiateur. Alors, ce serait le cas si le détroit d'Ormuz était bloqué. Parce que, faut savoir que 80-90% du pétrole chinois transite par ce canal. C'est aussi pour la Chine une occasion de déstabiliser le dollar, parce que plus le chaos augmente, plus des pays vont contourner le dollar. Et puis, c'est une opportunité aussi commerciale. Quand on a une guerre comme ça, ben, il y a de l'énergie, il y a de la reconstruction à faire, il y a des ports à reconstruire. Et la Chine va lorgner sur tous ces contrats à venir par la suite. Alors finalement, quels sont les secteurs économiques gagnants de cette guerre? Eh bien, c'est l'industrie militaire, la cybersécurité, l'énergie fossile, et puis les médias et les réseaux sociaux. Quelles sont les conséquences politiques et diplomatiques pour le Maroc? Alors, le Maroc fait partie des 120 pays non alignés, c'est-à-dire qui ne défend ni l'Est ni l'Ouest. Ben, il fait partie de ces pays qui ne s'impliquent pas dans ce genre de guerre. Donc, c'est pas du tout sa guerre. Alors, le Maroc, il faut savoir aussi qu'il a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran en 2018, ben, qui soutenait militairement le Polisario. Alors, on sait que l'alignement renforcé avec Israël et les États-Unis n'est pas apprécié par le peuple marocain qui est très sensible à la cause palestinienne. Je pense que si on était dans le contexte actuel, jamais le Maroc n'aurait signé ces accords. Mais qu'ils soient signés ou pas, ces accords n'auraient rien changé de toute façon au comportement génocidaire et hégémonique du gouvernement israélien. Par contre, ces accords ont complètement renversé la vapeur à un moment où le Maroc était menacé dans son intégrité territoriale. Rappelez-vous, il était harcelé par tous les pays européens, et notamment on parlait de Pegasus, c'était des prétextes, le chantage à la reconnaissance du Sahara marocain. Et pourquoi? Parce que le Maroc venait de découvrir l'un des plus grands gisements de cobalt qui est hyper important pour le futur électrique du monde. Eh bien, le Maroc, finalement, était face à un dilemme. Soit il ne signait rien avec les États-Unis et Israël indirectement, et prendre le risque de se faire bouffer par l'Europe pour défendre une question de principe. Ou alors sauver son intégrité territoriale et sa souveraineté. Eh bien, le Maroc a fait ce dernier choix. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Le Sahara marocain est reconnu par la quasi-totalité des nations et l'Europe vient manger dans les mains du Maroc. Alors, ce qui n'empêche pas le Maroc de continuer à défendre la cause palestinienne. Donc, le seul point de vigilance du Maroc, c'est la mauvaise interprétation de cette posture considérée comme pro-israélienne, alors qu'elle n'est régie que par des intérêts froidement économiques, stratégiques et géopolitiques. Alors, il y a 87% des Marocains qui ne veulent pas entendre ce discours, mais il y en a 13%, d'après une enquête, qui comprennent bien cette posture géostratégique du Maroc. Alors, cela donne du grain à moudre forcément au gouvernement algérien, qui a trouvé dans sa stratégie de haine contre le Maroc un moyen de se maintenir au pouvoir. Mais ce ne sont que des paroles stériles qui n'ont aucun intérêt. Car ce qui compte aujourd'hui, ce sont les actes concrets et les stratégies pertinentes qui permettent au Maroc de se prémunir et d'assurer sa souveraineté dans un monde de plus en plus perturbé, où il n'y a plus de loi, en fait, à part la loi du plus fort. Alors, dans ce contexte de guerre, ou de paix armée, si on veut, l'enjeu pour le Maroc, c'est donc de maintenir son équilibre interne. Donc, toute mauvaise gestion de cet équilibre pourrait générer une crise de confiance interne et des tensions sociales. Alors en conclusion, à qui profite cette guerre? Quel est le grand gagnant de cette guerre à laquelle on vient d'assister tous? Eh bien, le plus grand gagnant de cette guerre, je vous le donne en mille, c'est Benyamin Netanyahou, qui a finalement
réussit à embarquer les États-Unis à ses côtés. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a une guerre, Netanyahou est assuré de rester au pouvoir. Et inversement, parce que tant qu'il est au pouvoir, il y aura toujours des tensions et des guerres, sachant qu'il a plusieurs condamnations qui l'attendent au cas où tout s'arrête. Alors c'est pour ça qu'il a effectué des tirs après la trêve, parce que vous savez, il y avait une trêve qui a été imposée par Donald Trump, et juste après la trêve, il y a eu des tirs quand même qui ont été faits par Israël, et puis ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il a bloqué 700 000 Américains sur le territoire israélien, notamment en fermant tous les aéroports, en se disant, si des Américains sont frappés, eh bien, les États-Unis vont forcément s'impliquer dans la guerre à côté de lui. Et entre nous, le connaissant maintenant, on peut dire qu'il aurait été parfaitement capable de simuler une attaque iranienne contre des installations américaines, rien que pour impliquer les États-Unis et Donald Trump. Quant au Maroc, eh bien, il est indirectement, mais profondément concerné par ce conflit. Il est à la croisée de 3 lignes de fracture. D'abord, l'axe pro-occidental, parce qu'on est dans un contexte où il faut choisir un camp et il faut que ce soit hyper stratégique. Il y a aussi l'opinion publique arabe qui joue, et puis il y a les risques sécuritaires qui sont émergents dans ce genre de contexte. Alors le royaume doit jouer finement sur les tableaux diplomatiques, économiques et au niveau de l'information pour protéger ses intérêts tout en préservant sa stabilité interne. Alors c'est ce qu'il fait de toute façon et c'est aussi en raison de ce contexte géopolitique que le Maroc a décidé de muscler sa défense. Mais ça, c'est le prochain sujet que je vous propose d'explorer ensemble. D'ici là, je vous dis à très bientôt. ماشي بعيد ديما مغريب قلبي سعيد